Bonsoir, au sommaire, l'inauguration de l'église de Montmeuil, du basket à Orsarieux, les vertus de la citronnelle, la culture des pommes à Montségur. Mais pour commencer, nos reporters ont assisté jeudi au cross du collège. Donc cette épreuve du cross au collège d'Agetmo, dans notre programme et dans notre projet EPS, il permet donc d'atteindre les objectifs du dépassement de soi, de la notion d'effort. Donc on commence toujours le début d'année par des tests physiques en athlétisme et donc des cycles de demi-fond où on travaille justement la vitesse aérobie pour qu'il soit performant à cette épreuve du cross. Donc nous avons une course de 3365 mètres qui concerne les minimes, donc c'est les 4e, 3e. Nous avons une épreuve de 2255 mètres qui concerne les filles en minime, toujours 4e, 3e. Ensuite nous avons une épreuve de Benjamin garçon, 6e, 5e, de 2255 mètres également. Et les Benjamin filles font une épreuve de 2000 mètres. Et nous avons une dernière épreuve que nous appelons honneur pour les élèves les plus en difficulté qui fait 1500 mètres. Ah, il y a une coupe quand même. On va passer pour le sud-ouest. Non. Ah non. Ouais, RPZ, Alpco, 3ème 3. 3ème 4 Alors cet après-midi se déroule donc le cross du collège, tous les élèves y participent, les élèves valides comme les élèves dispensés qui aident à l'organisation. Avant la course, il y a eu un projet sur le thème de l'estime de soi qui a été fait en français avec la prof de documentaliste, avec la prof d'art plastique. Les élèves ont produit des dessins qui ont servi de support pour leur dossard de classe. Voilà. Alors tout l'établissement s'est mobilisé autour du cross, les professeurs bien évidemment, les élèves aussi, ainsi que tous les membres de l'administration et les agents aussi qui ont concocté un goûter pour que les élèves puissent se restaurer après la course. Dimanche dernier, inauguration de l'église restaurée de Montmeuil. Oui, notre église a 150 ans et elle avait déjà, il y a 150 ans, elle avait été démolie sur un autre endroit de la commune et reconstruite sur l'emplacement actuel. Je crois que le chantier avait pris 3 ans à l'époque, d'après les informations que j'ai retrouvées dans les registres. Donc il nous semblait, elle devenait assez dangereuse à un certain point. Donc il nous semblait important de maintenir ce bâtiment en bon état et donc, quitte à faire des travaux suffisants. Le budget aujourd'hui s'élève à 254 000 € TTC. Et à cela, il faut déduire les aides qui sont quand même assez élevées, jusqu'à 76 000 €. Certains artisans sont d'ici. Le principal, la société TMH qui a réalisé la maçonnerie, vient de Riscle dans le Gers, avec une antenne à Villeneuve-d'Ornon. C'est une société spécialisée dans la rénovation de pierres. Les statues de bois dans le cœur de l'église ont été rénovées par l'atelier du fond de la Traîne. Les statues de plâtre tout le tour de l'église ont été rénovées par M. Brochard d'Agetmo. Et le chemin de croix et les autels ont été repeints par messieurs Lapassouz et M. Dumas de Montmeuil, gracieusement. En tout cas, une très grande joie. Et c'est vrai que nous, curés, quand nous voyons des maires
prendre souci de leurs églises, pour nous, on ne peut être que satisfait. Et je suis très heureux que les relations avec David, avec le maire donc, de Montmeuil, soient excellentes. Tu as parlé tout à l'heure, David, de la séparation de l'Église et de l'État. Et oui, mais nous vivons bien cette séparation de l'Église et de l'État. Le religieux a besoin de l'État, du politique, des maires, des communes. Et bien sûr que les maires, et tu l'as souligné aussi dans ton discours, ils ont besoin de cette référence religieuse. Voilà, nous vivons aujourd'hui, c'est vrai, après des tumultes quand même, nous vivons une laïcité pacifiée et en tout cas une laïcité bien vécue entre le politique et le religieux. Je ne peux que m'en réjouir. Je n'ai pas participé parce que je suis arrivé donc il y a à peine un an, les travaux étaient déjà bien engagés. J'ai donné mon humble avis quant à l'installation de la sono parce que ça nous incombe. Le chantier était commencé, l'église était fermée, il n'y avait pas de célébration à Montmeuil. Voilà, il a fallu attendre le jour de Pâques. Voilà, nous avons donc ouvert l'église le jour de Pâques, mais nous voulions également une inauguration solennelle avec Monseigneur l'évêque. C'est arrivé dans les Landes, ça a été pour moi d'abord une surprise, je ne m'y attendais pas, c'est évident. Et puis en même temps, je peux dire quand même que depuis Pâques, donc ça fait plusieurs mois, je suis heureux de vivre ce ministère épiscopal, après l'avoir vécu pendant de longues années dans un autre département français. Et en même temps, je suis heureux aussi de découvrir les Landes, sa population, et découvrir ces petites communes, Montmeuil, et oui c'est vrai, oui. Et de découvrir ici, alors c'est ma joie quand même ce matin, de découvrir aussi une communauté vivante, hein. Une communauté chrétienne, vraiment j'ai senti que l'Assemblée était priante, chantante. Je trouve que les Landais chantent bien et ils aiment chanter. Et je trouve que les voix sont chaudes et surtout quand elles sont habitées aussi par la foi puis par la prière. Je trouve que c'est un beau travail qui a été fait. Cette église est lumineuse et la lumière est belle. Vraiment les teintes des enduits avec les couleurs des vitraux, les couleurs de toute la statuaire. Je trouve que ça fait un très très bel ensemble. Quelque chose de simple, une certaine naïveté, mais je trouve que c'est de très très bon goût et c'est heureux. Alors j'ai été pendant 13 ans évêque dans la Corrèze. Mais je suis originaire encore d'une autre région, la région des Pays de la Loire-Atlantique. Entre la Corrèze et puis les Landes, mais il y a quand même des traits communs. C'est d'abord la langue d'oc. Alors en Corrèze on parle le limousin, on parle pas le gascon, mais je pense qu'il y a une parenté. Et je trouve qu'il y a, c'est vrai, des similitudes. D'abord, un enracinement rural important, fort, un attachement à l'identité locale, un attachement aussi à l'histoire, aux traditions. Voilà, des régions donc qui sont attachantes pour celui qui les découvre. Et moi j'ai eu bonheur à vivre en Corrèze et j'ai bonheur aussi à découvrir les Landes. Alors écoutez, moi je suis de passage, c'était le contrat, n'est-ce pas, hein? Arrivé à Pâques, je sens bien que maintenant les chrétiens des Landes attendent un évêque et pas simplement un administrateur. Alors je souhaite que cet évêque vous soit donné maintenant le plus tôt possible, mais moi je ne suis pas pressé de vous quitter. Nous avons rencontré un agriculteur, producteur de pommes et de kiwis. On est dans un verger ici, on voit des belles pommes. Alors je crois que vous êtes producteur avec Christine depuis déjà quelques temps. Ça fait combien de temps que vous avez planté vos premières pommes, vos premiers pommiers? Les premiers pommiers, on les a plantés en 92. On est sur la première parcelle qu'on a plantée. On a planté Fuji en 92.
Voilà. On est arrivé à la production de pommes par le contact de producteurs de kiwis. On était déjà producteurs de kiwis et lors de voyage, voilà, on a côtoyé les producteurs de pommes et on s'est senti intéressé un peu par cette production qui était une production un peu plus difficile que le kiwi, mais bon, voilà. Et la Fuji, c'est la seule variété que vous avez? Non, à côté de ça, on a planté après de la Chantecler, de la Gala et de la Rubinette, la dernière qu'on a plantée. Voilà, dans les principales variétés. Voilà. Et quel est l'intérêt d'avoir plusieurs variétés? Ben pour nous, ça étale un peu le travail. C'est-à-dire que la cueillette, on passe dans l'ordre, c'est Gala la première, Rubinette après, et Chantecler et Fuji. Fait que l'équipe de récolte enchaîne de mi-août à novembre avec kiwi derrière. Voilà. Et pour planter un verger comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer la terre d'une certaine façon, il faut... Oui, alors chaque verger a une densité différente. On plante en fonction de la vigueur du porte-greffe et de l'arbre qu'on a dessus. Il y a des conseils techniques pour pouvoir faire ça. Et après, non, à l'époque, on a labouré en plein, on a fait des buttes, des petites buttes, on plante sur butte, et on prépare l'automne et on plante courant d'hiver. Après, quand le pépiniériste peut fournir les arbres. Et la récolte, la première récolte, elle intervient quand? Après la plantation? Il y a la petite récolte au bout de 3 ans et pleine récolte 2 ans plus tard, quoi, 5 ans. Et au-dessus de nos têtes, là, on voit des filets. Des filets, ça sert à quoi? Voilà, ben on a des filets qui nous protègent principalement de la grêle, un peu du vent, accessoirement, parce que sur le plateau, ici, on est quand même un peu venté. Et c'est une alternative à l'assurance. On peut toujours s'assurer, c'est beaucoup plus cher de s'assurer. Et quand on s'assure, on n'a pas de production. Bon, alors, depuis qu'on a développé la vente directe, on essaie d'assurer quand même un minimum de production et voilà, ça assure de la production. Voilà. Et justement, la vente directe, vous avez débuté quand? Alors, avant d'avoir tous ces pommiers, on avait planté un peu de nectarines à la suite des kiwis et on avait amorcé la vente directe avec les nectarines, on avait complémenté par des pommiers. Alors, depuis, les nectariniers, ils ont une durée de vie beaucoup plus courte, c'est une dizaine d'années. On n'a pas renouvelé et voilà, et ça avait démarré dans les années 87, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais les équipes qui font la récolte, c'est des gens qui sont saisonniers, qui font de l'attrapage des canards, ce genre de travail accessoire. Et on a une partie fixe sur 10 personnes, il y en a 5 ou 6 qui sont stables d'une année sur l'autre. Et on arrive à avoir quelques jeunes qui sont en attente de trouver autre chose, qui viennent nous aider, quelques étudiants l'été. Mais en général, ils peuvent faire que Gala parce que le mois de septembre, ils reprennent. Donc voilà. On tourne à une dizaine de personnes à peu près. Et donc la récolte, ça se passe comment? Vous mettez dans des caisses qui s'appellent comment? Les caisses, l'espèce de caisses palettes, on appelle ça, nous, dans notre jargon, c'est des palox. Et alors en fonction de la forme et de la taille, il y a des 3 planches, 4 planches et 2 dimensions après. Ça va de 350 à 300 à 400 kg de pommes qui sont collectées. On peut voir avec des paniers de cueillettes ventraux qui sont rembourrés avec un fond qui s'ouvre dans le palox, et de façon à pas impacter les pommes. Voilà. Et la quantité que tu produis environ, c'est quoi? Bien sûr, ça varie suivant les années, mais cette année, par exemple? Ben, cette année, on est sur une année un peu moyenne haute, disons. On va être dans les 40 tonnes, 45 tonnes hectares de moyenne. On n'est pas de très gros producteurs. On se contente, on s'aperçoit que les gens ils aiment bien des pommes avec beaucoup de sucre et goûteuses, et c'est pas trop compatible avec des 90 tonnes hectares qu'on peut faire dans nos départements voisins, Vallée de Garonne par exemple. Nous on se contente de production moindre et on essaie de la valoriser un peu par la vente directe. Voilà.
Oui, parce que vous les vendez toutes en vente directe ou vous livrez ailleurs? Non, il y a une partie qui part à la coopérative et on garde pour nous le volume qu'on peut vendre en vente directe. Voilà. Et en ce qui concerne la vente directe, je crois que Christine entre en action là. C'est quoi son travail? Voilà, on se partage un peu le travail. Moi j'ai tout le travail du verger où elle après encadre aussi les éclaircissages, des trucs comme ça. Mais la partie commerciale c'est plus la sienne. Et entre autres, oui, c'est de trier les pommes. C'est-à-dire qu'il y a du premier choix et du deuxième choix facilement dans un palox. Voilà, et elle prépare des sacs de 3 ou 5 kilos, et voilà, avec des premiers choix, des deuxièmes choix, des choix compotes, disons. Voilà. Et la vente se termine quand il n'y a plus de pommes, je présume, mais ça se situe à peu près quand? On commence à vendre les galas, on ouvre le magasin en général début septembre et on clôture mars-avril. Dans notre série sur les plantes aromatiques, aujourd'hui la citronnelle. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je suis contente parce que je vais enfin vous parler d'une plante tropicale. Oui, tropicale. Vous la connaissez aussi. On l'appelle la verveine des Indes. C'est beau, hein? Eh bien, c'est la citronnelle, dont vous connaissez bien l'essence contre les moustiques. Alors, elle a un nom très joli qui s'appelle le Cibapognon citratus. Ben oui, parce qu'il y a du citron. Enfin, pour le pognon, je ne sais pas. C'est une plante aussi, en touffe. Ça ressemble un peu à un lys, des feuilles de lys, parce qu'elles montent, elles sont très fières. C'est une plante, effectivement, tropicale. Elle est de Madagascar, en particulier. Elle a ses longues feuilles étroites, mais aujourd'hui, on peut la planter chez nous. Adieu les moustiques, enfin presque. Elle est très employée, évidemment, dans la cuisine asiatique, vous le comprendrez très bien. Alors, il y a plusieurs variétés. Celle dont je vous parle et qui peut se cultiver, c'est celle de Madagascar. On s'en sert pour confectionner les huiles essentielles. Elle est très efficace, soi-disant. Elle se cultive donc bien chez nous, en pleine terre, si c'est pas trop froid. Mais moi, j'en ai planté, et elle a très bien pris. Hein. Et puis après, vous séparez les bulbes pour en avoir beaucoup. C'est très agréable parce que quand vous la touchez, c'est très parfumé et joli. Elle se récolte au mois de mai, mais en général, elle reste dans la terre. Vous pouvez vous en servir toute l'année. Alors, on mange la feuille et le bas de la feuille, qui est le début du bulbe. C'est un peu comme les poireaux, voyez-vous. Il y a le vert et puis après, il y a le blanc. Mais on ne mange pas le bulbe non plus. Alors, on se sert des feuilles pour faire des infusions chaudes ou alors froides pour se rafraîchir. Vous pouvez mettre des plants sur les fenêtres, toujours pour éloigner les moustiques, hein, je vais. En terre, elle est aimée par les escargots, faites bien attention. Alors, cette plante est si parfumée qu'elle sert beaucoup pour la santé. Mais oui, bien sûr, elle a un effet détox. Détox, pourquoi? Parce qu'en infusion, vous pouvez en avoir beaucoup, et elle peut faire maigrir, enfin, c'est ce qu'on dit. Et elle rafraîchit, par contre. Elle règle les problèmes digestifs. Quand on a l'estomac lourd, c'est très très bon. Et les troubles intestinaux également, les crampes d'estomac. Elle a la possibilité de lutter contre les effets grippaux et la fièvre. Elle combat le stress et l'anxiété. Vous voyez, on revient à toutes celles qu'on a vues. Et elle aide surtout à baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, n'hésitez pas, prenez-en. Elle diminue les douleurs articulaires, c'est ce que je disais avant, l'arthrose et le rhumatisme. Elle calme les entorses, les tendinites. On peut mettre des cataplasmes également. Voilà. Et puis alors, pour la cuisine, elle est utilisée pour parfumer les soupes, mais on peut manger le début des bulbes comme on mange les poireaux, les parties tendres. Les tiges peuvent être broyées, auquel cas, quand elles sont séchées, vous pouvez l'utiliser à la place des frais. La citronnelle séchée broyée constitue aussi le curry ou le curry dont on parfume les soupes et les ragoûts. Cette plante simple, modeste, nous donne tellement de plaisir et de parfum
qu'il faut l'avoir chez soi. Mesdames, à vos pots. Vendredi soir, nous avons rencontré les dirigeants du tennis club de Agenmo à l'occasion de l'Assemblée Générale 2017. Le club se porte très bien cette année. On a un nombre d'inscrits en début d'année extrêmement important. Les activités sont là, voilà, tout est là, tous les voyants sont ouverts. On a, dirait-on, besoin de bénévoles. Voilà, ça va être le point le plus important et le plus compliqué à gérer. Donc au niveau des comptes, il n'y a pas de problème. Nous avons fait un très bon exercice. Nous allons repartir avec un excédent supérieur à 1 500 € cette année. Et donc avec les animations que nous avons prévu de faire en 2017 et 2018, nous espérons conforter le résultat l'année prochaine. Oui, un très bon bilan sportif puisque au niveau des enfants et au niveau des adultes, autant par équipe qu'en individuel, il y a eu beaucoup de réussites. Oui, effectivement. À tout âge. Voilà, des victoires sur le championnat des Landes, au niveau des équipes, voilà, de très bons résultats. On va dire que les deux projets phares pour nous, ce sont les deux tournois majeurs que nous avons. Et cette année, nous accentuons davantage l'effort sur le tournoi d'hiver, avec un tournoi de très haut niveau, de très bonne qualité, avec des joueurs niveau nationaux qui vont venir participer. Donc nous avons une dotation importante. Probablement là il s'agit du tournoi d'hiver régional le plus important. Et donc on continue à accélérer un petit peu cette position que nous avons adoptée depuis 3 ans maintenant. Oui, il y a quand même pas mal de travail, surtout que cette année, on a un effectif qui est en hausse autant au niveau des enfants que des adultes. Donc ça demande plus de manipulation avec des logiciels au niveau nationaux qui sont en train de se modifier et d'essayer de nous faciliter la tâche. Mais on est dans la mise en place, donc effectivement, c'est quand même pas mal de travail. Alors justement demain, suite à l'Assemblée Générale, nous allons réaliser une compétition pour les enfants de 9, 10 ans et 8 ans, en filles et en garçons, qui se déroulera sur les cours couverts chemin de Betlock à Agenmo. Oui, donc bien entendu, nous remercions en premier lieu la mairie d'Agenmo qui, sans laquelle nous n'aurions pas les installations et la possibilité de réaliser tout ce que nous faisons aujourd'hui, et donc aussi bien en été qu'en hiver, dehors comme dedans, on a des installations formidables et franchement c'est pour nous une vraie aubaine, quoi. Donc bien entendu nous remercions la mairie, nous remercions aussi bien entendu la fédération de tennis et la ligue qui est en train effectivement, comme l'a dit la secrétaire Mélanie, de muter et donc de devenir beaucoup plus régionale, beaucoup plus grande. Donc c'est une inquiétude que nous avons, mais jusqu'ici on a pu compter quand même sur la Ligue pour nous aider dans les divers financements d'opérations que nous mettions en place. Tennis encore, nous avons assisté au tournoi en salle organisé par le club. Bonjour, donc c'est une manifestation organisée par le club, ce qu'on appelle un TMC, tournoi multichance, ouvert aux enfants donc de la région, département et hors département. C'est un tournoi multichance pour les enfants de 7 à 12 ans. Donc nous avons en fait plusieurs catégories d'âge. Les 7-8 ans jouent sur des terrains format réduit, terrains de 18 mètres. Donc nous avons la chance d'avoir 3 terrains de 18 mètres sur le site. Et les enfants de 9, 10 et 11, 12 jouent en format vert, c'est-à-dire sur un format classique sur les 4 terrains en résine derrière moi. Aujourd'hui, il y a 11 clubs représentés, donc au total, c'est 24 gamins venus des PA, venus des Landes. C'est, je dirais, une satisfaction parce que ce sont quand même de bons joueurs. Donc ce sont les meilleurs jeunes des différents clubs, je dirais, voisins et un peu plus, hors département. Donc en fait, le tournoi a commencé à 13h30, finira autour de 17h, 17h30. On appelle un tournoi multichance parce que lors de l'après-midi, les enfants font de 2 voire 3 matchs. En moyenne, c'est 3 matchs par enfant. Le perdant joue une consolante, donc le but du jeu, c'est que les enfants jouent au minimum 2 à 3 matchs. Tout à fait. En fait, les enfants qui, je dirais, remportent le tournoi sont sélectionnés pour ce qu'on appelle des grands prix régionaux. Voilà, donc c'est une détection, c'est une première détection qui donne place à une future détection. Voilà, donc c'est un petit circuit. Oui. Alors nous avons actuellement, je dirais, 3 joueurs qui, je pense, joueront les premiers rôles. Mais bon, un match de tennis. On ne connaît pas le résultat, donc il faut attendre 5 heures pour avoir la vérité. Une fois encore, la SCH laisse filer la victoire dans les toutes dernières minutes.
Maudit 4e carton. Comme d'hab à la maison, voilà, comme d'habitude à la maison. On fait un gros match, bon match et on ne tient pas la distance, on ne tient pas la durée. Voilà. C'est dommage pour eux parce qu'on lâche rien et il faut tous qu'on fasse une remise en question. Cette semaine, Christine et Jean-Pierre nous ont fait parvenir des photos de Panama. Si, comme eux, vous êtes en villégiature ou habitez hors du canton, n'hésitez pas à faire de même. Ce journal est maintenant terminé. Bonsoir, à la semaine prochaine.